Le téléphone sonnait dans le vide. Une tonalité, puis un silence figé. Et enfin ce bip cruel qui annonçait une ligne coupée. Assis sur la vieille chaise de la véranda, Marius leva les yeux vers le plafond en tôle. La chaleur était lourde, mais ce n'était pas elle qui pesait sur sa poitrine, c'était l'absence. L'absence de sa fille. Cela faisait 2 jours que Liora n'avait plus donné signe de vie. Et ce n'était pas normal. Elle n'était pas du genre à oublier, encore moins à disparaître sans prévenir. Depuis son enfance, elle avait cette rigueur, cette douceur qui rassurait. Elle planifiait tout, pensait à tout. Même lorsqu'elle était en retard, elle prévenait. Toujours. Elle était revenue à la maison pendant une courte pause universitaire. Quelques semaines de repos avant la nouvelle session à Montarena. Lorsqu'elle avait quitté la maison ce matin-là, elle lui avait lancé un dernier sourire par-dessus l'épaule. « Je t'enverrai un message dès que j'arrive, d'accord ?» Il avait hoché la tête, ému. Mais depuis, rien, ni message, ni appel. Même son statut WhatsApp n'avait pas bougé. Le premier jour, Marius s'était dit qu'elle avait peut-être oublié, ou que son téléphone était déchargé. Le deuxième jour, la peur s'était glissée entre ses côtes. Petite pause dans le récit. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous souhaitez me motiver à raconter encore plus d'histoires captivantes, likez la vidéo et abonnez-vous. Allez, on reprend l'histoire. Il avait appelé Lena, une amie proche de sa fille. Elle lui avait répondu d'une voix désolée. « Je ne l'ai pas vue depuis la reprise. Elle n'est pas encore revenue ici. » Marius avait senti son cœur se serrer. Il avait recomposé le numéro de Liora. Encore, encore, même tonalité, même silence. Il savait ce que ça pouvait vouloir dire. D'autres jeunes filles avant elle avaient disparu. Mais jamais, jamais il n'aurait cru que ce serait la sienne. Alors il se leva, ferma la porte à clé, prit ses papiers et se rendit au commissariat central. Dans le hall, il déclara d'une voix tremblante « Je viens signaler la disparition de ma fille. Elle s'appelle Liora. Elle devait retourner sur le campus, mais c'est comme si elle n'était jamais arrivée. » Le policier, d'abord distrait, redressa lentement la tête. Il lui demanda une photo. Marius sortit un petit portrait d'identité froissé de son portefeuille. « Très bien, nous allons débuter les recherches. Vous dites qu'elle devait se rendre à l'université de Montarena, mais qu'elle n'y est jamais arrivée? » « Oui, et elle ne décroche plus depuis 2 jours. Nous allons alerter notre unité cyber pour tenter de localiser son dernier signal. Si son téléphone a été activé quelque part, on le saura. » Marius remercia l'agent. Mais dans son cœur, une certitude sourde s'installait déjà. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de grave venait de commencer. Dimanche matin. Le ciel était encore pâle lorsque Liora descendit les escaliers, sac au dos, sourire aux lèvres. Elle portait un pantalon sobre, une chemise beige et cette petite montre à bracelet doré que son père lui avait offerte pour ses 18 ans. Marius lui tendit quelques billets. « Tiens, au cas où tu aurais besoin d'un taxi. Et fais attention à toi. » Elle hocha la tête, l'embrassa sur la joue. « Je t'appelle dès que j'arrive. » Promis. Il l'avait regardée s'éloigner jusqu'au coin de la rue, le cœur gonflé d'un mélange de fierté et d'angoisse. Il ne savait pas que c'était la dernière fois qu'il la verrait. Ce que ni lui ni Liora ne savaient, c'est que ce matin-là, elle ne se rendrait jamais à la gare. À peine sortie du quartier, alors qu'elle attendait un taxi collectif, son téléphone vibra. Naël, c'était un garçon qu'elle avait rencontré à un atelier universitaire quelques semaines plus tôt. Il n'était pas de son campus, mais disait être étudiant en marketing à l'Institut MIBA. Gentil, discret, parfois drôle. Ils s'étaient vus 2 fois. Il l'appelait souvent bébé. Ça la gênait un peu, mais elle n'avait jamais senti de menace. « Allô, bébé? Tu pars aujourd'hui? »« Oui, là je vais prendre un taxi pour Montarena. Fais un petit détour. Viens me voir. Ce n'est pas loin, je te jure. Juste quelques minutes. Je veux juste te faire un bisou avant que tu partes. » Elle hésita. Naël n'avait jamais été insistant, mais aujourd'hui, il parlait vite avec une voix douce et pressante. « Allez, je te le rends. Je te promets. Et je t'offre le déjeuner. » Elle soupira. « D'accord, mais je repars cet après-midi. » Il lui envoya un point de rendez-vous. Quelques minutes plus tard, elle montait dans une voiture grise conduite par Naël. Il portait une chemise noire et un bracelet en perles au poignet. Il semblait calme, trop calme. « Tu es encore plus belle que la dernière fois, » murmura-t-il en démarrant. Elle sourit poliment. « Tu m'as fait changer tout mon plan, je te le rendrai, bébé. Promis. »
Mais au lieu de la conduire en ville, il tourna vers la périphérie. Des routes de sable, des sentiers bordés de hautes herbes. Elle fronça les sourcils. « On va où exactement ?»« Avant tout, je veux te présenter à quelqu'un. Mon oncle. Il m'a beaucoup aidé. C'est un homme de Dieu. » Elle tourna vivement la tête vers lui. « Un homme de Dieu? Tu m'amènes chez un pasteur? » « Pas vraiment un pasteur, un prophète. Il vit dans un camp de prière. Mais t'inquiète, c'est tranquille. Juste 5 minutes pour qu'il bénisse ton retour à l'école. Après, je t'amène manger, je te le jure. » Elle hésita longuement. Dans son ventre, une alerte silencieuse se déclenchait. Mais Naël la regardait avec ce regard tendre, presque enfantin. « S'il te plaît, c'est important pour moi. » Elle soupira et détourna les yeux. « D'accord. » Quelques minutes plus tard, la voiture s'engageait sur un chemin isolé, au milieu des arbres, loin de toute maison visible. Une barrière de bois, une enceinte basse, un panneau peint à la main, camp de révélation divine, prophète Adram. Liora descendit. Une brise tiède soufflait. « C'est ici ?» demanda-t-elle. Naël hocha la tête. « Ne t'inquiète pas, il va te faire du bien. » Au fond de la cour, une silhouette les observait, immobile, une présence. Une attente. Et sans le savoir, Liora venait de franchir une porte dont on ne revient pas. La chambre aux tentures rouges, Liora avança lentement derrière Naël, le pas hésitant. Le sable crissait sous ses semelles. Le camp semblait désert. 2 femmes balayaient la cour sans un mot, le regard rivé au sol. Aucun chant, aucune prière ne résonnait. Seulement un silence dense, presque poisseux. Au fond, près d'un arbre noueux, se tenait un homme grand, sec, à la barbe effilée. Il portait une tunique ivoire, et ses yeux sombres semblaient sonder ce qu'il regardait. C'était lui, le fameux oncle, le prophète Adram. « Voici Liora » dit Naël d'une voix basse, presque cérémonieuse. Le regard de l'homme se posa sur elle, longuement, lentement, comme si elle n'était pas une personne, mais une réponse, un objet attendu. « Entre » dit-il sans sourire. Liora jeta un regard à Naël. Il l'encouragea d'un petit geste. Ils franchirent ensemble une porte en tôle peinte. Derrière, une pièce, simple mais étrange. Les murs étaient couverts de tentures rouges foncées. Une lumière jaune s'échappait d'une veilleuse au sol. L'air sentait la cendre et l'encens froid. Au centre, une natte et contre le mur du fond, un vieux fauteuil en bois sculpté. Le prophète Adram s'y assit sans un mot. Il posa les mains sur ses genoux, ferma les yeux. Le silence. Liora se tenait debout, mal à l'aise. Elle sentait son cœur cogner plus vite. « Pourquoi ne disait-il rien ?» « Assieds-toi là », indiqua-t-il soudain, désignant la natte au sol sans ouvrir les yeux. Elle obéit, crispée. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait sans pouvoir le nommer. Elle voulut se lever, changer d'avis. Mais Naël, toujours debout derrière elle, posa doucement une main sur son épaule pour la rassurer. Il s'approcha ensuite d'Adram et lui murmura quelques mots à l'oreille. Le prophète hocha lentement la tête. « Tu vas te reposer ici ce soir. Demain matin, on priera. Et juste après, tu pourras repartir. » Liora fronça les sourcils. Dormir ici, ce n'était pas prévu. Elle allait protester. Mais Naël souriait, calme. « T'inquiète, juste une nuit. Il dit que c'est important, que ce sera plus efficace s'il prie à l'aube. » Elle soupira. Elle était fatiguée. Elle céda. La chambre qu'on lui assigna, le prophète l'appelait la salle d'attente spirituelle. Un petit espace, matelas au sol, tenture identique à celle de l'entrée, une odeur de camphre et de poussière d'argile. Liora s'allongea sans défaire ses vêtements. Elle ferma les yeux à moitié. Elle ne savait pas que cette nuit serait la dernière. Liora était allongée, à moitié endormie, lorsque la porte grinça. Elle ouvrit lentement les yeux. Une silhouette familière entrait. C'était Naël. Il se tenait là dans la pénombre, immobile. Elle sourit faiblement, soulagée de ne pas être seule. « Tu étais où ?» chuchota-t-elle. « J'ai failli m'endormir tout habillée. » Mais il ne répondit pas. Elle se redressa légèrement, puis elle le vit. Dans sa main, il tenait un marteau. Un lourd marteau au reflet métallique. Son sourire se figea. « Naël, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il fit un pas vers elle, lentement. Elle recula sur le matelas, paniquée. « Tu me fais peur, dis quelque chose !» Elle voulut se lever, appeler à l'aide. Mais au moment où elle ouvrit la bouche pour crier, Naël leva le bras. Le coup fut sec, brutal, silencieux. Liora s'effondra, sans un son. Quelques secondes plus tard, le prophète Adram entra dans la pièce. Il s'agenouilla près du corps, posa la main sur le front de la jeune fille comme pour vérifier qu'elle ne respirait plus. Puis, méthodiquement, il sortit un petit couteau enveloppé dans un tissu blanc.
Dans un calme glaçant, il commença à prélever ce qu'il appelait les éléments essentiels. Les yeux d'Adram ne clignaient pas. Ses gestes étaient rapides, presque rituels. Lorsqu'il eut terminé, il recouvrit le corps de Liora d'un pagne rouge. Nahel restait figé, dos au mur, le regard perdu. Adram se releva. « Va prévenir ta mère », ordonna-t-il. « Dites-lui que le repas peut être préparé. » Le sang a été versé. Nahel hocha lentement la tête et sortit sans un mot. Ce n'était plus un garçon, c'était un messager du mal. Mireya, la mère de Nahel, arrangeait un bouquet de fausses pivoines dans un vase en cristal ébréché. Elle n'avait jamais cru aux marabouts, ni aux femmes au cori, ni aux guérisseurs de marché. Elle était décoratrice, une femme moderne. Mais depuis plus d'1 an, la vie semblait vouloir l'ensevelir. Les contrats s'étaient arrêtés. Les clients disparaissaient. Les appels restaient sans suite. Les fêtes scolaires auxquelles elle décorait les salles lui échappaient une à une. Elle priait. Elle pleurait. Elle jeûnait. Mais rien ne changeait. Alors un jour, Nahel lui parla d'un homme. Un prophète différent, disait-il. Un solitaire qui priait dans un camp reculé, sans micro ni promesse de miracle. Il ne parlait pas fort, mais ses prières brisaient les chaînes. « Tu n'as rien à perdre, maman. Écoute-le au moins. » Elle céda. Un vendredi soir, elle arriva au camp, épuisée, les épaules courbées. Le prophète Adram la reçut dans le silence. Il lui tendit une bassine d'eau parfumée et un savon noir, puis lui dit « Baigne-toi avec ça cette nuit, et demain matin, raconte-moi ton rêve. Ce que tu verras dira la vérité sur ce que tu portes. » Le lendemain, elle revint. Elle avait rêvé d'un festin étrange, d'une foule inconnue et d'elle-même servant à manger à des silhouettes sans visage. Adram hocha la tête. « Tu portes une pauvreté héritée. Tes ancêtres sont affamés. Tant qu'ils n'auront pas mangé, tu resteras bloqué. Ce qu'ils réclament, ce n'est pas un jeûne. C'est un repas de sang, une soupe de pardon, une offrande propre. Je peux le faire, mais il faut acheter les ingrédients sacrés. » Il demanda 200 000 francs. Mireya alla emprunter la somme à une amie et revint le mardi suivant, les mains tremblantes. Adram prit l'argent, acquiesça. Il annonça qu'il cuisinerait lui-même. Ce soir-là, dans une grande marmite noire, il fit mijoter la soupe. Il y mit des racines, des feuilles, du sang de chèvre et les morceaux prélevés sur Liora. Le lendemain, Mireya mangea. Elle avala chaque cuillerée, les yeux fermés, persuadée d'avancer vers sa délivrance. Adram la regardait. « Tu viens d'ouvrir une porte. Le reste viendra seul. » Il lui remit une petite bouteille d'huile rituelle et un savon blanc, noué dans un sachet de toile. 3 jours plus tard, aucun appel. Aucun changement. Toujours rien. Le sacrifice avait été fait, mais la malchance, elle, n'était jamais vraiment partie. Pendant que Mireya attendait son miracle, Marius, lui, s'accrochait à l'espoir comme à une bouée. Il ne dormait plus. Il ne mangeait presque plus. Il errait dans sa propre maison, tournait en rond, les yeux rougis par l'angoisse. Puis, un matin, son téléphone sonna. C'était le commissariat. « Monsieur Marius, on a localisé le dernier signal du téléphone de votre fille. Il s'était arrêté de respirer. »« Où ?» demanda-t-il. « Dans une zone reculée, au nord de la ville. Mais ce n'est pas du tout sur la route du campus. C'est même dans la direction opposée. » Le lendemain à l'aube, Marius monta dans une voiture de police. Ils roulèrent longtemps. Puis l'un des agents désigna un terrain poussiéreux, entouré d'arbres. « C'est ici. » C'est de là que le dernier signal est parti. Ils descendirent. Un homme apparut, vêtu de blanc, les mains croisées devant lui. C'était Adram. « Bonjour », dit-il d'une voix paisible. Les policiers lui montrèrent une photo de Liora. « Vous connaissez cette jeune fille ?» Adram cligna lentement des yeux. Il secoua doucement la tête. « Non, je ne crois pas. Peut-être une fidèle de passage. Il y en a beaucoup. » L'un des agents fronça les sourcils. « On va fouiller les lieux. » Marius restait en retrait, silencieux. Il observait tout. Son regard balayait la cour. Puis il le vit. Un petit carré de terre à gauche. La couleur était différente. Le sol semblait bombé, retourné récemment. Il s'en approcha, appela une des femmes du camp. « Qu'est-ce qu'il y a là ?» La femme baissa les yeux. « C'est un ancien puits. On l'a rebouché la semaine dernière. Pourquoi ?» Le prophète a dit que l'eau était morte. Marius s'agenouilla, toucha la terre. Elle était encore molle. Les policiers s'approchèrent. Adram recula d'un pas. Puis, soudain, comme pris de panique, il parla. Il n'y avait pas que moi. Le commandant se retourna lentement vers lui. « Comment ça? Ce n'est pas moi qui l'ai amené. C'est le garçon. Moi, j'ai juste reçu l'argent. C'est lui qui l'a livré. » Les policiers échangèrent un regard.
Où est-il maintenant? Il m'a dit qu'il allait retirer de l'argent à un guichet en ville. Tu as son nom? Oui, il s'appelle Naël Berza. L'un des policiers hocha la tête. Restez ici avec mon adjoint, dit-il à Marius. Si quelqu'un revient, prévenez-nous. Marius ne dit rien. Il était un peu plus de midi lorsque la voiture de police revint sur le camp poussiéreux. Marius se leva d'un bond. Son cœur battait si fort qu'il lui sembla entendre ses propres battements dans ses oreilles. La voiture se gara. Le passager avant descendit, visiblement pressé. Il s'approcha de Marius. On l'a retrouvé. Il était près d'un guichet automatique. Il a résisté un moment, mais il a fini par parler. Marius sentit ses genoux trembler. C'est lui qui a vu votre fille en dernier. C'est lui qui l'a conduite ici. La portière arrière s'ouvrit. Naël descendit, les mains menottées dans le dos. Il portait la même chemise noire que Liora lui avait décrite un jour. Il fixait le sol, refusait de lever la tête. Marius s'approcha. « Où est ma fille ?» Aucune réponse. Il fit un pas de plus. « Où est Liora ?» « Réponds-moi. » Un policier donna un coup au bras de Naël. « Parle, gamin. » « Dis-lui la vérité. » Naël leva lentement les yeux. Son visage était fermé. Sans colère, sans tristesse. Vide. « Elle est morte. » Marius vacilla. Le policier reprit la parole. « Il a conduit votre fille ici, dans cette enceinte. Elle est entrée vivante. Elle n'en est jamais ressortie. La voiture avec laquelle il l'a transportée a été saisie. Et ce faux puits que vous avez remarqué? C'est là qu'elle a été enterrée. » Marius recula d'un pas comme s'il avait reçu un coup de poing en pleine poitrine. « Pourquoi ?» souffla-t-il, incapable de hurler. Naël détourna les yeux. « Pourquoi ?» rugit Marius en s'élançant vers lui. Deux policiers le retinrent par les bras. Il tremblait. Naël murmura d'un ton neutre. « Ce n'est pas moi. C'est le prophète. C'est lui qui a fait tout ça. »« Et toi? Tu l'as livré? Tu l'as conduite ici, non ?» Naël détourna le regard. Il marmonna. « Je voulais juste qu'il aide ma mère. »« Aider ta mère? Tu appelles ça aider ?» Naël passa une main sur son visage comme pour chasser un cauchemar. Il m'avait dit qu'il fallait une offrande vivante, qu'un sacrifice de sang était nécessaire pour briser une malédiction. Je ne savais pas. Je pensais que... Tu pensais quoi? Hurla Marius, hors de lui. L'un des policiers serra les dents. C'est tout ce que tu as à dire? Tu l'as livré comme un colis. Et maintenant tu dis que tu ne savais pas? Le silence tomba. Le commandant prit la parole grave. On va creuser. Marius recula, les jambes molles. Il tomba à genoux. Les pelles commencèrent à frapper la terre. Une odeur s'éleva aussitôt. Fétide, humide, lourde. Puis le métal heurta un tissu, et sous le tissu, une jambe. Ils continuèrent à dégager le sol, centimètre par centimètre. Le corps était recroquevillé. Il manquait des morceaux. Marius resta figé, les yeux grands ouverts. « C'est elle ?» demanda un officier. Mais il n'avait pas besoin de répondre. Il la reconnut à la chaîne fine autour du cou, à la petite bague en cuivre à l'index, à ses cheveux soigneusement nattés. C'était Liora, sa fille, celle qui avait promis de l'appeler dès qu'elle serait arrivée. Et elle était bien arrivée. Pendant que Marius pleurait en silence devant le corps mutilé de sa fille, une femme dans une autre partie de la ville rangeait calmement un lot de nappes décoratives dans un grand sac en plastique. Mireya, la mère de Naël. Depuis la veille, elle avait tenté en vain de joindre son fils. Le numéro de Naël était éteint. Celui du prophète Adram aussi. C'était étrange. Très étrange. Elle tenta encore une fois. Rien. Puis, vers la fin de l'après-midi, elle reçut un appel inattendu. « Allô, maman Mireya? C'est Célestin du garage. Vous êtes allé récupérer votre voiture? »« Ma voiture? Non. Pourquoi? Elle a été saisie par les gendarmes. Je pensais que vous étiez au courant. » Quelques heures plus tard, Mireya se présenta au commissariat. Elle voulait comprendre et en profiter pour signaler la disparition de son fils. Je n'ai plus de nouvelles de Naël depuis 2 jours. Le policier qui l'a reçu leva la tête. « Vous êtes bien la mère de Naël Berza? »« Oui. Il y a un problème? »« Votre fils a été arrêté, madame. » Elle écarquilla les yeux. « Arrêté? Mais pourquoi? » « Il est impliqué dans la disparition d'une jeune fille nommée Liora. Elle a été tuée et enterrée dans un camp de prière, celui où vous vous êtes rendu la semaine dernière. » Mireya se couvrit la bouche. « C'est impossible. Pas Naël. Il n'a rien fait. Ce n'est même pas ce genre d'enfant. Il est doux. Il est respectueux. » Le policier planta son regard dans le sien. « La jeune fille est morte. Elle a été enterrée derrière ce centre où vous êtes allé. Et selon les aveux du prophète, ce que vous avez mangé ce soir-là, ce n'était pas de la chèvre. Le monde s'effondra autour d'elle. » Elle ouvrit grand les yeux, la bouche tremblante.
Qu'est-ce que vous dites là? Ce que j'ai mangé? Joachim, alias Adram, a avoué. Ce que vous avez consommé contenait des tissus humains, des morceaux de cette jeune fille, des organes. Elle recula, tituba, puis s'effondra à genoux. Non, ce n'est pas vrai, je ne savais pas, mais il était trop tard. Elle fut placée en détention provisoire, complice involontaire de cannibalisme rituel. Même si elle ne savait rien, même si elle croyait à un repas sacré, la justice rappela qu'on ne joue pas avec le feu en aveugle. Et surtout pas avec du sang. Dans une salle d'interrogatoire à la lumière blafarde, Adram, le soi-disant prophète, gardait les yeux fixés sur la table. Ses mains étaient croisées, calmes, presque propres. Mais tout était déjà dit. Les policiers l'avaient cuisiné pendant des heures. « Pourquoi » demanda l'un d'eux pour la dernière fois. La voix d'Adram était basse, fatiguée. J'étais fauché. J'avais besoin d'argent pour nourrir ma famille. Donc vous avez tué une jeune fille pour de l'argent? Ce n'était pas prévu. C'est le garçon qui l'a amenée. Il m'a dit que sa mère souffrait, qu'elle avait besoin d'un sacrifice pour briser une malédiction. Et vous y avez cru? J'ai vu une vidéo sur Internet. Un rituel ancien. J'ai tout appris là-bas. Le policier grimaça. Et vous avez appliqué ça? À la lettre? Sans conscience? Adram secoua lentement la tête. Je voulais juste essayer, voir si ça pouvait marcher. Pourquoi ne pas faire ce rituel pour vous-même, alors, si vous étiez si désespéré? Parce que les règles sont claires. Le sang ne peut pas être utilisé pour soi-même, ni pour ses enfants. Sinon, il revient. Il frappe votre maison. Il détruit tout. Le silence tomba, glacial. Alors vous avez sacrifié une fille innocente pour une recette que vous ne maîtrisiez même pas? Il m'a payé. Et le résultat? Rien. Le rituel n'a pas marché. Le policier tourna lentement la tête vers la vitre sans teint. Tout ça pour rien. Adram baissa les yeux. Le procès fut rapide. Les aveux d'Adram, les enregistrements de Naël, le corps mutilé retrouvé sur le site, le témoignage de Mireya. Tout formait un puzzle aussi clair que macabre. Le tribunal ne prit que quelques heures pour rendre son verdict. Naël Berza, coupable de complicité de meurtre avec préméditation, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Adram, alias le prophète, coupable de meurtre rituel aggravé. Réclusion criminelle à perpétuité. Mireya Berza, complice involontaire de pratiques rituelles cannibales. 2 années de détention ferme. Même si elle ignorait ce qu'elle avait mangé, le juge rappela que participer à des pratiques occultes sans discernement peut avoir des conséquences tragiques. Le tribunal se leva. Les accusés furent emmenés. Et dans le silence de la salle vide, une phrase du juge résonna encore dans les esprits. Quand la quête de réussite devient obsession, certains perdent leur âme et sacrifient celle des autres. Quelques semaines plus tard, dans le quartier de Marius, la vie avait repris. Les klaxons, les rires, les cris d'enfants jouant au ballon sur les trottoirs poussiéreux. Mais dans la maison au volet vert, le temps était resté figé. Marius ne parlait presque plus. Il s'asseyait chaque jour dans la véranda, là où il avait vu Liora partir pour la dernière fois. Il posait le regard sur la rue, comme s'il espérait encore la voir revenir. Mais Liora ne reviendrait pas. Elle avait fait une seule erreur. Juste une. Elle n'avait parlé à personne de son détour. Elle n'avait pas dit qu'elle allait voir Naël. Elle pensait que ce serait rapide, que ce serait sans conséquence. Mais parfois, ce n'est pas la route qui est dangereuse. C'est la personne qui t'attend au bout. Derrière une porte. Derrière un sourire. Derrière un regard qui semble familier. Une seule erreur. Un seul silence. Et tout peut basculer à jamais. À la sortie du tribunal, alors que les journalistes pliaient leurs micros et que les avocats discutaient déjà d'autres affaires, un vieil inspecteur nota cette phrase dans son carnet. Prévenir quelqu'un de confiance, c'est une forme de protection. Il traça un cercle autour de cette ligne, puis ferma son carnet. Car il savait. Derrière chaque disparition tragique, il y a souvent un moment minuscule où tout aurait pu changer. Mais il était trop tard. Et dans la poussière rouge d'un terrain oublié reposait une jeune fille qui avait juste voulu faire confiance.